qu'est-ce qu'elle est moche, t'as vu son nez, mais pourquoi elle est vivante, qu'est-ce qu'elle fait ici, est-ce qu'elle a le cancer. Je me souviens qu'on me collait des chewing-gums dans les cheveux. Des fois, je jouais seule et on venait me traiter de folle et me frapper. C'est la pouilleuse, la salope, la pute. Et ça tout le temps. Tout le temps, quand les gens y passaient à côté de moi, c'était ça. Connaissant personne, étant nouveau, un petit groupe de personnes, on en profitait pour m'insulter et encore une fois, me mettre à l'écart. Expliquer d'ailleurs comment fonctionne le harcèlement, je vais le réutiliser, je prends un certain risque en le faisant. Imaginez que je le bouscule comme ça toutes les 3 minutes. Est-ce que je suis un harceleur? Donc c'est répétitif, c'est relativement nuisible, même si je n'ai pas le niveau pour lui faire un peu mal, mais c'est quand même nuisible, c'est agaçant, on va dire, clairement, et c'est intentionnel de ma part. Donc ce sont les 3 critères qui définissent une situation juridique de harcèlement. Mais pour autant, est-ce que je suis un harceleur, selon vous? Je le bouscule comme ça? Je ne sais pas. Non, je suis un emmerdeur, c'est tout. Et il va très vite me le faire savoir, hein. Je vais devoir m'arrêter parce qu'il va très très vite se défendre. S'il ne le fait pas lui-même, quelqu'un le fera à sa place. Alors comment on passe du statut d'emmerdeur à imaginez, harceleur? je vais le bousculer, puis je vais vous regarder et on va se mettre à sourire. Là, je deviens harceleur parce que je vais figer les rôles, dominant, dominé, et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui regardent et qui, en regardant, ils ont un rôle essentiel. C'est d'ailleurs sur eux qu'on va compter pour stopper le harcèlement. Uniquement. Dans le champ scolaire, c'est uniquement en public, parce que ce public va installer les statuts de dominant-dominé. C'est que les adultes puissent dire c'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci d'adulte. D'accord. Et c'est à nous les adultes. Et les écoles doivent s'équiper. Demander à quelqu'un de réagir seul, de s'opposer à l'écrasement d'un groupe, c'est intenable. On doit pouvoir lui dire c'est pas à toi de le faire, c'est aux écoles. Et utiliser ces mots-là même pour les plus jeunes, de dire ça n'est plus ton problème, c'est le nôtre maintenant. Je dis je suis triste parce qu'on se moque de moi. Si quelqu'un vient me dire que c'est de l'humour, il n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas l'émetteur qui définit c'est l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui détermine s'il a été blessé ou pas. Quand vous envoyez une vanne, et ça a été dit dans le témoignage, oui, Patrice, ça commence très souvent avec des vannes, avec des gens qui disent c'est pour rigoler, sur des petits lol, etc. C'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou dans la moquerie, c'est le récepteur qui peut déterminer non, j'ai été blessé. Patrice n'a pas réussi à exprimer. Il disait je suis en colère, je ne m'autorisais pas à le ressentir. Parce qu'il n'y a pas eu d'espace où son émotion a été protégée par des adultes. Incitons nos enfants à exprimer leurs émotions. Ça, c'est très important. Qu'ils soient harcelés, harceleurs, témoins, spectateurs, peu importe. C'est important qu'elle en parle, mais la réponse, l'aide, viendra de qui? Quelle est la bonne personne pour aider? Alors, le problème, c'est qu'il faut que c'est pour ça que pas forcément les parents? Pas forcément les parents. C'est d'ailleurs pas la personne à qui l'enfant ou l'adolescent va s'exprimer en priorité, parce qu'il a peur de faire du chagrin à ses parents, en disant qu'il va mal. Et donc forcément, pour préserver son parent, parfois il n'en parle pas aux parents, il ne le montre pas. Par délicatesse, simplement, où ils en parlent au début, puis ils voient les parents un peu désemparés, et puis ils n'en parlent plus. La personne à qui les enfants, en fondamental, en parlent le plus, c'est le ours en peluche ou leur animal de compagnie. Parce qu'ils savent que lui, il ne bougera pas. Compliqué parce qu'il rappelle. Très loin derrière, et Marion l'explique très bien, des copains ou des copines dominés comme eux, c'est-à-dire des personnes qui ne bougeront pas non plus. Encore plus loin, l'enseignant ou un éducateur, pas parce que les enfants ou les adolescents n'ont pas confiance en eux. Quand j'ai des adolescents ou des enfants victimes de harcèlement en consultation, je leur demande toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde scolaire en qui tu as confiance? Ils me citent toujours quelqu'un. Un prof sympa, l'instituteur, l'institutrice, mais ils rajoutent toujours, mais je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire et il a peur de ce que l'enseignant va faire. Par exemple... Des répercussions? Des répercussions. Si vous punissez, par exemple, il y a 3 réponses possibles d'une école non outillée. La première réponse, ça va être faire une enquête. Si on fait une enquête sur du harcèlement, comme c'est parfois des tout petits trucs, c'est très bien expliqué, des balayettes, des petites frappes sur la tête, des trucs insignifiants mais qui s'accumulent, ben ça aboutit très souvent à... C'est pas vraiment du harcèlement, ce qui est une catastrophe quand on dit ça à des parents qui s'effondrent. On s'en fout que c'est du harcèlement ou autre chose, ça crée de la souffrance. Et puis on en arrive à dire, votre enfant, il serait peut-être un petit peu trop sensible. Et là, c'est parti. Et pire, il manque d'humour. Et là, hop, on est reparti sur les questions sur soi-même. Non, le principe, effectivement, c'est de pouvoir dire, il y a de la souffrance, donc on va la prendre. Je poste un message sur Facebook où dedans, je m'adresse à mes harceleurs. Je leur dis, stop, c'est fini, vous avez gagné, je m'en vais. Je marche pendant quelques heures, mon téléphone ne fait que de sonner. Je raccroche, je ne veux pas répondre.
Je réponds à 2-3 messages et puis après j'abandonne, je mets mes écouteurs, la musique, et j'arrive devant ce pont. Je sais pas nager, il y a de l'eau, le paysage est joli, je me sens bien. Je me dis c'est ici que je veux partir. J'enjambe le pont et puis sans réfléchir, je me laisse tomber. Et là, je me sens couler, liberté totale. La musique s'arrête, plus aucun son. Je me sens bien. Et quelques instants après, je sens une main qui s'agrippe à moi et qui me tire. Je veux pas, j'essaie de me débattre, je veux qu'on me laisse là. Laissez-moi partir enfin. On n'a pas le droit de retenir quelqu'un, laissez-moi. J'ai appelé cette vidéo « J'ai été harceleur » parce qu'en y réfléchissant bien, je me rappelle que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai participé au harcèlement de certains élèves quand j'étais plus jeune. J'étais populaire, j'ai toujours fait partie des mecs cool qui sortaient avec des filles et qui avaient une bande de potes. Je me disais que j'étais pas concerné par ces petits problèmes qu'avaient les autres. Et au final, j'ai fait la grosse connerie de laisser faire et de ne rien dire. Pourquoi ? Parce que je me croyais neutre. Mais laisser faire et ne rien dire, c'est pas être neutre. Dans le harcèlement, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Et aujourd'hui, je me dis que si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. Et oui, le harcèlement, ce n'est pas seulement insulter ou frapper quelqu'un, c'est aussi faire des vannes pour rigoler. Pour ma part, j'ai toujours vanné tout le monde. Mais avec le recul, je me dis que j'ai certainement dû, parfois, blesser certaines personnes avec ce qui était pour moi une simple blague. Aujourd'hui, je suis humoriste, et si j'ai appris une chose, c'est que si la personne sur laquelle tu fais une vanne ne rit pas, eh ben c'est que c'est pas une vanne. Et si ça te fait rire quand même, ça s'appelle pas rire, ça s'appelle se moquer. Vous êtes des centaines, peut-être même des milliers, à voir chaque jour des gens autour de vous se faire harceler et à ne rien dire, ou juste à rigoler. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire insulter, frapper ou subir des moqueries autour de vous, s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous imaginer à sa place. Imaginez votre petit frère ou votre petite sœur à sa place. En plus, pour vous, cet instant ne dure qu'une minute dans votre journée. Mais maintenant, imaginez que cet instant, il ou elle le vit tous les jours, plusieurs fois par jour, sans que personne n'intervienne jamais. Imaginez ce que vous pourriez ressentir, avoir l'impression que vous ne comptez pour personne et que tout le monde se moque de vous. Imaginez maintenant que la douleur que vous ressentez à cause de tout ça soit si dure à supporter au quotidien que vous en veniez à penser à mettre fin à vos jours. Parce que c'est comme ça que l'histoire se finit parfois, et un suicide, ce n'est pas juste pour rigoler. Il faudrait que les personnes comprennent que il suffirait d'une personne qui se manifeste une fois pour que ça change tout. Juste un témoin silencieux qui dit « Hey, je suis pas d'accord avec ce que tu dis toi ». Et pour que tout le monde suive le groupe. C'est-à-dire que le phénomène de groupe, ça va dans le sens inverse. Exactement. Aussi. Ça va dans le sens positif. S'il y en a un qui dit non, ce n'est pas bien, tout le monde, si ça se trouve, ces fameux témoins passifs qui sont embarqués malgré eux, pourraient peut-être rebasculer du bon côté de la force, j'allais dire. Tout à fait. Et pour la personne qui est harcelée, voir que quelqu'un prend notre défense, c'est émouvant, déjà. Et c'est très important parce qu'après, on y repense et on se dit « Ah bah, j'étais pas tout seul finalement ». Donc aujourd'hui, j'ai 24 ans et l'histoire que je vais raconter remonte à il y a entre 15 et 20 ans. Il faut savoir que ma maman était une femme très forte, très libre d'esprit et qu'elle m'a en partie élevée seule car mon papa est parti lorsque j'avais 1 an. Je me souviens avoir passé une grande partie de mon enfance jusqu'à mes 7 ou 8 ans peut-être avec 2 mamans. Alors à l'époque, je ne voyais pas la compagne de ma mère comme une deuxième maman, mais plutôt comme sa meilleure amie, ma nounou, voire même une grande sœur. À cet âge-là, on ne se préoccupe pas vraiment de ça et moi je voyais ma maman heureuse, donc ça ne m'a jamais fait me poser de questions. De plus, ma maman passait beaucoup de temps au travail pour gagner notre croûte, donc sa compagne, que je vais appeler K, ça sera plus simple, s'occupait beaucoup de moi. Elle m'aidait aux devoirs, elle m'apprenait à être autonome, elle gérait souvent les conflits qu'il pouvait y avoir entre ma mère et moi. Enfin, nous étions une famille heureuse, on partait en vacances, on jouait souvent dehors, elle m'apprenait vraiment plein de choses. Mais forcément, à l'école, 2 femmes ensemble, ça finit par se savoir, par les parents, puis par les enfants. Il suffit qu'un seul parent s'y oppose pour que cet enfant suive le mouvement et que les autres enfants suivent ensuite. Et forcément, en tant qu'enfant, on parle souvent de choses dont on ne connaît pas la signification et on emploie des termes sans savoir mesurer les conséquences qu'ils ont. Donc au début, je me rappelle qu'une fille qu'on va appeler A, fille d'une dame super étroite d'esprit, à peine plus âgée que moi, venait me voir en me disant « Ta mère c'est qu'une gouine ». Donc déjà à 5 ans, en fait tu sais pas ce que c'est une gouine. Alors forcément, le soir, tu rentres à la maison et tu demandes à ta mère « Maman, pourquoi les autres ils disent que t'es gouine ?» Maintenant, faut imaginer la maman qui a trimé toute sa vie pour la vie de sa fille, pour son bien-être, qui se fait elle-même insulter par sa propre fille à cause d'une personne qui la connaît même pas. Donc, il y a eu une discussion entre ma mère et cette autre mère, et si je me souviens bien, tout est parti de là. Ma maman avait beau être amie avec une bonne partie des parents,
Les enfants, ça s'influence entre eux, de peur que ce soit eux la tête de turc ou eux qui soient mis à l'écart. J'étais devenue le centre de tous les enfants qui avaient besoin de se défouler. Les seuls qui étaient gentils avec moi, c'était les enfants des amis proches à ma mère, ce qui se résumait à environ 4 ou 5 enfants sur peut-être 200. Je me souviens qu'on me collait des chewing-gums dans les cheveux. Des fois, je jouais seule et on venait me traiter de folle et me frapper. Je me souviens aussi d'une fois où, avec un de mes amis, on faisait des couronnes de fleurs. Un garçon est passé et m'a donné un énorme coup de pied dans les côtes et il est parti. À l'époque, j'attrapais facilement des poux. Ma mère passait sa vie à traiter ma tête, mais d'après les autres, c'était de ma faute si eux en attrapaient. Donc certains parents se sont aussi mis contre moi et incitaient leurs enfants à ne pas m'approcher. Ça a duré peut-être 2 ou 3 ans, comme ça. Donc il y avait des insultes, des violences, isolement, moqueries. Et en fait, à partir de là, j'ai développé un syndrome d'enfermement et j'ai fini par exprimer toute ma tristesse et ma colère par de la violence. Je me suis dit, à 8 ans, que quitte à être traitée comme une fille bizarre, j'allais me comporter comme une fille bizarre. J'ai commencé à m'amuser à choquer les gens, parfois être violente, avec eux lorsqu'ils venaient chercher la bagarre. J'ai appris à observer mieux pour envoyer la balle. Ça a duré jusqu'à la fin du lycée. Arrivée en 6e, j'ai fini par m'exclure toute seule de la masse pour ne pas subir la même pression qu'à l'école primaire. Je m'habillais pour être en parfaite opposition avec la mode. Je suis devenue vulgaire. Je parlais de choses glauques comme la mort et la torture. Je pense que c'était une manière pour moi de dire qu'il y avait plus douloureux ailleurs, puisque je vivais moi. Et ça permettait de renvoyer une mauvaise image de moi, du coup les autres me laissaient tranquille. Mais cet isolement a développé un gros complexe intérieur. Pendant la crise d'adolescence, donc on sait tous en fait qu'on est tous en conflit avec nous-mêmes vers cet âge-là, j'ai commencé à penser que j'avais vraiment un sérieux problème psychologique, que j'étais pas normale et que c'était de ma faute si j'étais exclue. J'ai commencé à me scarifier, non pas pour mourir mais peut-être pour attirer l'attention. Je me sentais incomprise, ignorée, comme une personne fantôme. Ça s'est atténué au courant de ma 4e car une nouvelle élève était arrivée et avait eu de la considération pour moi. Elle était devenue mon idole de vie. Alors j'essayais d'être meilleure. Et au final, c'était tout l'inverse. J'étais devenue super possessive envers elle. Je la voulais pour moi. Elle devait être que mon amie à moi. De manière naturelle, elle s'est éloignée de moi, ce qui, avec du recul, est totalement compréhensif. Avec la séparation, lorsque nous sommes entrés dans 2 lycées différents, je me suis à nouveau retrouvée seule. À 15 ans, on s'expérimente, on se découvre et on cherche à découvrir de nouvelles choses. Les seuls amis que j'avais eus jusqu'à présent avaient été des garçons hors la fille du collège. Donc j'avais naturellement un bon feeling avec eux. Et ça m'arrangeait bien car à l'époque, passer des moments intimes avec des garçons comblait un peu ma solitude et me donnait un peu confiance en moi. Je me sentais aimée. Alors bien sûr qu'avec du recul, c'était tout sauf de l'amour et je ne suis vraiment pas fière de cette période de ma vie, mais à l'époque, c'était la seule chose qui me faisait me sentir bien dans ma peau. Je me souviens avoir détesté ma mère pour tout mon mal-être alors qu'il n'était pas à cause d'elle. Il était à cause de tous les enfants qui m'avaient persécutée. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre ça, donc après une tentative de suicide qui m'a valu 2 semaines d'hospitalisation, une fugue, nombre de menaces et des dizaines de psys que j'ai dû rencontrer, que j'ai commencé à aller mieux. Il est important pour les parents d'éduquer leurs enfants à apporter du soutien plutôt que de les mettre de côté pour la moindre différence. C'est au moment de l'enfance qu'on se forge et certains traumatismes peuvent vraiment détruire une personne. Les enfants ne naissent pas avec un problème psychologique, le problème se crée en lien avec notre entourage. J'ai eu de la chance, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres. Quand j'étais au collège, c'était assez compliqué comme période. Ouais, c'est assez compliqué pour tout le monde, mais plus particulièrement ces 4 années pour moi. Parce que la plupart du temps, ça commençait par des regards un peu de travers. Puis après, ça a continué sur des rires quand je passais dans les couloirs. C'était de pire en pire. Puis souvent en permanence, après, ça a dérapé sur des remarques telles que « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est moche, t'as vu son nez, mais pourquoi elle est vivante, qu'est-ce qu'elle fait ici, est-ce qu'elle a le cancer ?» Oui, j'ai déjà eu ça d'une prof en plus. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut toucher, ce genre de choses. Enfin voilà, j'espère que ça diminuera un jour quand même. Et moi, c'est bon, c'est passé, mais bon. Je souhaite bon courage à tous les autres en tout cas. Le harcèlement scolaire, c'est à tout âge. Ça peut commencer dès la maternelle avec la cruauté de certains enfants. Ça peut se poursuivre en primaire, au collège et même toute une vie. Ça peut passer par le net aussi. On parle alors de cyberharcèlement. Peu de personnes ont conscience que la dureté des mots est dévastateur psychologiquement pour quelqu'un. Ça se matérialise par un manque de confiance en soi, une remise en question perpétuelle, un terrible manque d'estime de soi, ou encore même, dans le pire des cas, une dépression, une souffrance intérieure, psychique sur le long terme.
Personnellement, ça a plutôt commencé pendant la primaire. Ce n'était pas du harcèlement, mais seulement des remarques, des moqueries de temps à autre. Pas véritablement méchantes, mais quand on est hypersensible, l'atteinte est directe. Tu es fou, tu es quelqu'un de bizarre, tu n'es pas normal. Ah, la joie de sortir du moule et d'être différent. Le collège était catastrophique. Mes 2 premières années, bien que relativement calmes, j'étais quand même mis de côté. Rejeté, car décrié comme anormal ou trop différent. Pas de mots blessants ou très peu. Mais la mise à l'écart, c'est terrible. En 4e, j'entre dans un nouveau collège et ce fut la pire année vis-à-vis de ce niveau-là. Ne connaissant personne, étant nouveau, un petit groupe de personnes, on en profitait pour m'insulter et encore une fois me mettre à l'écart. Et ce, pendant toute l'année. Aucun souvenir concret de ces insultes, je ne préfère pas m'en souvenir. Soyez responsables, soyez réfléchis, ayez de l'empathie. Ne vous laissez pas emporter par votre propre souffrance intérieure. Car oui, effectivement, les harceleurs, pour faire ce qu'ils font, sont aussi en grande souffrance. Alors moi j'ai été harcelée quand j'étais petite. C'était fin de primaire je crois. Et en fait c'est parce que j'étais blonde. J'étais différente donc les gens ils acceptaient pas. J'étais isolée de la classe. Je passais mes récrés toute seule. Enfin je les passais pas toute seule mais qu'avec des beaucoup plus petits que moi. Et j'étais la pouilleuse, la salope, la pute. Et ça tout le temps. Tout le temps, quand les gens y passaient à côté de moi, c'était ça. Et je suis sortie de cet harcèlement à partir du moment où ma mère m'a dit de toute manière, en parler aux maîtresses, ça sert à rien, donc il faut que tu te défendes. Et un jour, j'ai foutu une baffe à un mec et puis on m'a laissé tranquille. Du coup, ça s'est arrêté à partir de ce moment-là. Ça a commencé quand j'étais en 6e. Je débarquais dans un nouveau collège, j'étais le plus petit de ma classe. Je portais des lunettes et j'étais ce qu'on appelle un intello. Ça a commencé tout petit, comme des blagues du style « Hey Harry Potter !» Puis c'est devenu plus intense, c'est devenu des insultes. Serpent à lunettes, bigleux, intello, binoclard. C'était insupportable. Mais je m'en fichais un petit peu, je continuais ma vie quoi. Un jour ils m'ont cassé mes lunettes. Et ils m'ont roué de coups. Pour la simple et unique raison que j'ai pas voulu leur souffler la réponse pendant un ex. Je commençais à avoir peur d'aller en cours. Je me cachais dans un coin de la cour. Je prévenais des surveillants mais ils ne bougeaient pas. J'étais voir ma prof principale mais ça n'a pas évolué. Puis la CPE mais rien. On m'attendait à la sortie juste pour me frapper. C'était leur plaisir. On me crachait dessus. J'ai séché pour la première fois. Car j'avais peur de passer devant eux. J'avais l'impression d'être leur punching ball. Ils n'étaient que 2, mais à les voir, je tremblais. Je pleurais à plusieurs reprises le soir, avant de me coucher. Et il y a eu ce fameux jour. On était tous en art plastique. Et une partie de la classe avait eu un cours d'éducation sexuelle et ils ont eu des gels lubrifiants et des capotes. Et ils m'ont aspergé de gel lubrifiant et ils m'ont jeté des capotes à la figure. C'était humiliant. C'était horrible. Le professeur n'a pas bougé, il n'avait pas l'autorité nécessaire. Je pense que c'est quelque chose qui m'a fait réagir. La grosse étape de la grosse humiliation, ça m'a fait réagir. Et j'ai dû me battre j'ai dû me battre physiquement, violemment pour les arrêter. Mais le truc, c'est que on doit pas se battre dans la vie contre ce genre de choses. C'est pas à nous d'aller porter des coups aux autres pour se défendre. C'est se rabaisser à leur niveau. Non, ce qu'il faut, c'est que les gens autour savent capter les signaux, savent aider. Quand on voit que des surveillants, des professeurs et des CPE n'agissent pas, il faut agir. Aujourd'hui, j'en suis sorti, aujourd'hui je continue à aller en cours, je n'ai plus ce problème-là, mais je l'ai vécu et je sais à quel point c'est très très important de sécuriser les enfants. Les enfants ne doivent pas avoir en école un cauchemar.